Cuyaba était notre étape finale du voyage. Ces jeux indigènes étaient la récompense suprême de nos recherches, et ma petite voix intérieure me criait que nous touchions au but. En un seul et même endroit, allaient se réunir une cinquantaine d'ethnies indigènes du Brésil et de toutes les Amériques. Existe índio no Brasil e assim, não só para mostrar, mas sim para nós estar reforçando nossas esculturas, que um povo aprendendo junto com o outro, para ter união, né? Porque é muito bom o encontro de muitos parentes, muito, como eles falam, parente, mas nós somos irmãos, né? Si nos yeux étaient comblés de bonheur de voir tant de diversité et de beauté culturelle, nos cœurs demeuraient sceptiques quant à la sincérité du gouvernement à promouvoir un événement aussi noble que celui-ci. C'était comme un goût amer sur nos lèvres. Le sentiment qu'il se dédouanait en flattant ces peuples tant d'une semaine, alors que les lois nationales les oublient au quotidien. Ces peuples qui se battent contre la déforestation pour le respect de leur vie traditionnelle se sont retrouvés à Cuyaba sans savoir que le terrain de leur jeu était un ancien jardin botanique fraîchement rasé pour l'occasion et l'excuse parfaite pour la construction d'un futur centre commercial. Agora as pessoas não convivem junto com nós para ver quais são as necessidades que nós necessitamos muito também, né? A realidade não é mostrada, é escondido, né? E assim, eu vejo que hoje em dia eles veem muito pelo lado do capitalismo, pelo lado do dinheiro, né? Nós vemos que há muita necessidade já das florestas para nós. E eu acho que acima de tudo nossas naturezas, Deus, né? Nosso Deus, nós não podemos pensar só no capitalismo, porque senão fica difícil. Depois vai dar para perceber que dinheiro não dá para comer. Notre voyage touchait à sa fin. Beaucoup d'idées se mélangeaient dans nos têtes depuis le début de notre périple, 6 mois plus tôt. Nous étions partis sur les routes du Brésil et du Guyana, en bateau, en bus ou à pied, à la rencontre d'associations, de scientifiques et des populations locales. Il est devenu critique pour notre planète de changer notre façon de vivre et de consommer. C'est l'une des raisons qui nous a poussés à partir en Amazonie, tiraillés entre le besoin de comprendre l'importance de cette forêt pour le monde entier et un vieux rêve de gosse à la rencontre des derniers peuples qui me paraissaient libres. Un rêve qu'on a souhaité faire partager aux 22 élèves de la classe de CE1-CM2 de Saint-Félix-de-Sorgues, située dans l'Aveyron, à côté de Saint-Afrique. Leur professeur, Olivier Reggiani, était très enthousiaste à l'idée de mettre en place un projet pédagogique qui permettrait aux enfants d'apprendre autrement en suivant notre voyage. Sur le cahier de brouillon, chacun écrit un poème qui parle de l'Amazonie à sa façon. Nous sommes originaires de Chamonix. Cette ville au pied du plus haut sommet d'Europe, capitale mondiale du ski et de l'alpinisme. On entend souvent nous dire qu'on a de la chance de vivre dans ce cadre exceptionnel, où on peut lever les yeux vers ces montagnes aux neiges éternelles qui côtoient le ciel. Cette beauté qui perd de son charme malgré elle, qui se dégrade de jour en jour, où son air est aussi pur que celui de grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, où les glaciers fondent au rythme effarant des hivers de plus en plus doux. Un lieu magnifique mis en péril par notre activité humaine,
dans laquelle s'éveille notre conscience d'un changement climatique. Ni journaliste, ni anthropologue, nous vous livrons aujourd'hui le récit de notre expérience. L'Amazonie fascine. Forêt primaire, luxuriante et mystérieuse, elle est l'un des plus importants réservoirs de biodiversité de la planète et représente la moitié des forêts tropicales du monde. S'étendant sur la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, les deux Guyanes, le Suriname et sur 63% du Brésil, l'Amazonie détient le titre de la forêt la plus grande du monde, devant la Russie. Immense de 6 992 km de long, son fleuve, l'Amazone, détrône le Nil avec 140 km de différence, après moult débats. Son réseau hydrographique représente 1/5 des ressources mondiales d'eau douce. Selon l'ONF, l'Office national des forêts, 50 à 80% des espèces animales et végétales terrestres se trouvent en Amazonie. A Amazônia não é o pulmão do mundo, né, como se a gente acreditou até a década de 80. Mas eu costumo falar para os meus alunos que a Amazônia é o grande tampão do mundo. Então aquela substância, né, que vai sustentar o clima do mundo. Tatiana, nous l'avions rencontrée lors d'une conférence à huis clos sur le devenir de la région du Haut-Xingu dans l'état du Pará. Professeure à l'université d'Altamira, elle travaille sur l'écotoxicologie, une partie de la biologie qui étudie les effets des polluants sur le vivant. Sa rencontre nous aidera plus tard à comprendre la complexité de la réalité du bassin amazonien. Então, realmente, a floresta ela faz essa regulação do ambiente. E nós estamos perto do Equador. Deveria ser um local completamente quente. A gente sabe que não é assim. É nas cidades como Altamira ou as outras que já não tem mais floresta. Mas se a gente entrar na floresta, a gente vai sentir o clima bem mais úmido, bem mais fresco. E a floresta é responsável por isso. Então ela é muito importante sim, não para o oxigênio, mas porque já se sabe que o oxigênio que ela libera através da fotossíntese, ela consome, mas através dessa regulação térmica que ela gera. Nous, on avait rêvé d'une forêt fascinante, presque vierge et inexplorée. Tellement immense qu'on pensait naïvement qu'elle résisterait encore et toujours aux assauts des tronçonneuses, et ce malgré les campagnes de prévention des associations écologistes. Des axes routiers se sont créés petit à petit pour conquérir l'Amazonie, d'abord par les voies fluviales, puis par voie terrestre, grignotant cette forêt sauvage encore fantasmée,
devenue bien difficile à entrevoir aujourd'hui. Malgré nos espoirs déçus, la forêt reste un lieu magique. Dormir dans un hamac et écouter les bruits d'animaux que l'on ne voit pas mais que l'on imagine reste l'un de nos meilleurs souvenirs de voyage. Vivre au rythme du soleil et non plus des néons. Écouter plus que parler. Apprendre à être patient. Essayer de se connaître soi et dépasser ses limites. Mais c'est aussi se perdre en forêt. Dans cette moiteur hostile, cet enfer vert dont beaucoup ont maudit sa nature redoutable et indomptable, rebelle à notre volonté occidentale, qui nous rappelle que nous ne sommes rien. Rien qu'une miette dans l'histoire de notre planète, qui replace notre existence d'espèce prétentieuse dans un système qui existe sous nos yeux, sans que nous en ayons vraiment conscience. Conscience de la vie qui fourmille autour de nous, pour laquelle nous avons si peu de considération. De la beauté de cette intensité si fragile que l'on bouscule en voulant s'en détacher, alors que nous faisons partie d'un tout. Il est difficile de revenir au monde moderne après un séjour dans la nature. Les bruits de la ville nous ramènent brusquement à la réalité, laissant la quiétude trouver au fin fond de cette forêt comme celle d'un vague souvenir. Si les animaux de la jungle se sont fait discrets, hormis bien sûr nos amis les insectes, le meilleur endroit pour les apercevoir reste malheureusement le zoo. Et l'animal qui reste le plus facilement visible en Amazonie, c'est la vache. Surprenant, n'est-ce pas ? C'est un peu moins excitant à raconter comme souvenir de voyage. L'Amazonie telle qu'on se l'imagine n'existe déjà plus vraiment. Parce que ce qu'on voit la plupart du temps, ce sont des champs à perte de vue. Et des vaches. Ces jolies vaches indiennes batifolant gaiement, qui sont là pour faire le cuir de nos baskets, de nos sièges auto, qui ruminent gentiment les vestiges d'une forêt qui s'est transformée en parquet pour nos terrasses. Le Brésil se partage avec la Chine le titre des premiers exportateurs mondiaux de viande de bœuf et de cuir. D'après le gouvernement brésilien, l'élevage est responsable à 80% de la déforestation en Amazonie. On défriche donc pour laisser place aux vaches dans leur pâturage, accroissant de ce fait les émissions de méthane. Vous avez certainement entendu parler de la surface du terrain de foot qui disparaît toutes les 2 secondes. C'est 13 millions d'hectares de forêt qui disparaissent chaque année, soit l'équivalent d'un quart de la superficie de la France métropolitaine. En jouant un rôle dans la stabilisation du climat de la planète, on estime que les forêts absorbent chaque année 9 milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère, soit près de 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc grâce à la préservation des forêts qu'on peut limiter les dégâts. Mais leur destruction libère le carbone renfermé et contribue ainsi au changement climatique. Le Brésil est le 4e pire émetteur de gaz à effet de serre au monde.
Les autres causes de déforestation sont l'agriculture intensive, comme les monocultures de soja, le commerce de bois illégal et l'extraction minière. Une rencontre au Brésil nous avait permis d'aller faire un trek au Guyana pendant un mois. Vivant parmi des communautés amérindiennes, des chercheurs d'or et de diamants, à la recherche d'une cascade mythique dans un Far West tropical. Ancienne colonie britannique, la forêt guyanaise avait mauvaise réputation pour son environnement dangereux où régnait la loi du plus fort entre chercheurs d'or. Même si les choses ont un peu changé maintenant, quelques-uns portent encore une arme à la ceinture. Mining has always destroyed the environment, but it's not in the destruction is not irreversible. You got some methods we use to reverse a percentage of the destruction, the damage we're doing to the environment. In Guyana, gold is one of the alternatives for the people in terms of jobs, in terms of acquiring wealth and everything else. So people treat it with a lot of respect. Nous avions rencontré Neil en chemin. Il avait accepté de parler de son travail, heureux de pouvoir nous aider et de donner sa version de l'orpaillage. Il est mineur et a monté son entreprise. Une quinzaine de personnes travaillent pour lui et la plupart sont amérindiennes. But they still got places where it's easy accessible. People who's not real miners just come and they bring everything with them coming. Some bring drugs, some come for thief, some prostitution, whatever. But for the most part, miners is good people. Good people. Most of them very hospitable, nice to deal with. Accept the chances that they're taking, whether they're doing good or they're doing bad. Accept the fate. Les ressources minérales représentent 80% de l'activité du Guyana. Bon, alors là, on est à la cascade, dans le petit village qui est juste à côté, à la cascade de Kaieteur Falls. Et on vient de me donner un petit diamant. Il n'est pas très gros, mais il est vraiment très joli. Il est super net. Beaucoup de mineurs de petites exploitations préfèrent travailler dehors dans la jungle à chercher des diamants, plutôt qu'être coincés dans un bureau toute la journée devant son ordinateur, même si c'est un travail complètement hasardeux et difficile. Aqui na Amazônia, como é conhecido de vocês, tem mineradoras há muito tempo, mineradoras de ouro, que utilizam o mercúrio para poder extrair melhor o ouro. É um processo, né, da extração do ouro. E com isso o mercúrio vai sendo colocado no ambiente. Então cada um extrai o ouro da maneira que quer. Isso escondido, né? Então não é algo que eles pagam impostos por isso, não, é a maneira mais ilegal. E isso acontece há muitos anos na Amazônia. Agora menos, agora tem grandes empresas, né, que já é um processo mais legalizado, eles fazem dentro de leis ambientais desse processo, mas a história da Amazônia é coberta por mineradoras clandestinas, essa é a palavra que eu queria. E isso fez com que entrasse uma quantidade de mercúrio no ambiente enorme. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, les principaux utilisateurs de mercure sont les mineurs artisanaux de petite échelle, qui représentent environ 20 à 30% de la production aurifère mondiale. Les fréquents déversements de résidus miniers contenant du mercure dans les rivières contaminent les sols et les fleuves pour des décennies et constituant ainsi une menace écologique sérieuse pour les populations vivant aux alentours. L'extraction minière reste cependant une source de revenus non négligeable dans un environnement où les débouchés économiques sont extrêmement limités.
C'est en poursuivant notre voyage vers un certain barrage que nous comprendrons mieux l'impact du mercure et le fragile équilibre des écosystèmes. Everybody said the miners mining and destroying the environment. But the miners try to please you, the consumer. Trying to get gold that you could wear and feel good, trying to get diamonds to you. What do you think? We've been driven by your need. There's got people that making huge profit and I got people that ain't making nothing at all. Like for instance, we the source they barely surviving. People's got to work extreme hours, hard work, real hard work, produce this gold. You go to Europe, you go to even Georgetown, you know, you see people wearing jewelry. Yeah. Totally unaware of what costs to produce these same jewelry. But the wear it is from the source, you got middle people, 1, 2, 3, 4, right up. Then it meet to you, the final consumer. You buy jewelry, totally unaware of how it reached from the source to you. But the world is like that. Yeah. Everybody got a part to play. Le monde dans lequel nous vivons est complexe. Nous consommons des produits dont l'origine est souvent difficilement traçable et nous les souhaitons toujours moins chers. La destruction de la forêt amazonienne fait réagir la conscience de la plupart d'entre nous, comme si cet ultime vestige de contrée sauvage nous rappelait un idéal de biodiversité que nous avons perdu et qu'il est nécessaire de préserver. Alors je respecte le combat des associations pour la sauvegarde de ces environnements. Mais j'ai malheureusement l'impression qu'il nous est plus facile de s'alarmer sur les scandales écologiques du voisin du bout du monde que ceux qui se passent chez nous, sous notre nez, dans notre propre pays. Comme si l'évolution de notre société avait déchu la nature de sa place et que nous nous en sommes accommodés. Bom, eu acho que os países do hemisfério norte, como a Europa, Estados Unidos, Canadá, eles estão aí para nos mostrar que é uma coisa que não dá certo. É desmatar. Porque o hemisfério norte já foi fortemente desmatado para a construção das grandes cidades. Tanto que acabou lá, agora está vindo para o hemisfério sul para pegar as coisas que já não existem mais lá. Nada quase foi descoberto sobre elas. Então, por exemplo, se vocês pegarem a quantidade de bactérias que tem no planeta, se conhece de bactérias 1%. Quase nada. Então, bactérias estão no planeta todo, principalmente nas florestas, né? E tá aí, pode ser cura para quase todas as doenças ou todas que existem hoje, pode ser algo para a gente fazer até novas fontes de energia. Infelizmente, aqui a gente só vai descobrir o quão era importante o que a gente tinha quando acabar tudo. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, près de 1,6 milliard de personnes, soit plus de 25% de la population mondiale, tirent des forêts leurs moyens d'existence. Et la plupart d'entre elles exploitent les arbres présents dans les exploitations pour se procurer des aliments et des revenus en espèces. Les forêts représentent plus de 10% du PIB dans de nombreux pays parmi les plus pauvres. La perte de diversité forestière réduit l'éventail de médicaments, des denrées alimentaires, des matières premières et des débouchés professionnels. Autrement dit, elle compromet le bien-être. Les preuves scientifiques s'accumulant, le changement climatique devient sans doute le plus grand défi environnemental du XXIe siècle.
un autre problème qui est lié maintenant à la question de la politique de ce gouvernement brésilien, qui est un pays fort, qui est un gouvernement maintenant qui veut démontrer la capacité économique du pays, qui veut démontrer tout le travail qui a été effectué en termes de gains de citoyenneté, en termes de démocratie, et c'est vrai, il y a eu beaucoup de changements ces dernières décennies dans ce sens-là. Mais il y a aussi cette ténacité à vouloir à tout prix suivre des chemins qui vont dans le sens d'exploiter à tout prix les ressources naturelles et de n'importe quelle manière. Alors on voit qu'il y a une tendance, une volonté de faire avancer le pays, et puis que ceci a un prix énorme en relation au milieu ambiant, en relation au peuple amazonien, pas seulement les Indiens. Expatrié en Amazonie depuis 1975, Silvio est un Suisse que nous avons rencontré à Manaus. Sensible à la situation des indigènes, il crée l'association Sequoia, qui vise à l'autonomisation du peuple Yanomami par l'accès à la santé, l'éducation et la prise de conscience de leurs droits. Il y a un tel fossé entre ces manières de vue des peuples indiens dans leur relation avec la nature, dans leur organisation sociale traditionnelle, dans leur savoir-faire, dans leur histoire. Et c'est vrai qu'il y a très peu de respect. Et c'est comme si on avait mis en marche un train sur des rails, et puis maintenant ce train, il est absolument impossible de l'arrêter. Et qui se trouve devant, malheureusement, paye les conséquences. Longtemps considérés comme des êtres inférieurs, leur situation ressemble à s'y méprendre à celle des aborigènes d'Australie, que j'avais rencontrés dans un précédent voyage, qui n'ont obtenu des droits civiques reconnus et respectés que très tard. Les peuples indigènes portent en eux l'héritage de grands massacres qui ont construit l'Amazonie moderne. Et alors on voit des choses extrêmes, comme il se passe dans l'intérieur amazonien, comme on voit dans la vallée de Javali, où les Indiens sont en train de mourir d'hépatite, comme on voit chez les Indiens Guarani Kaiowá, dans l'état du Mato Grosso do Sul, où il y a des assassinats en perpétuité, de la violence continue contre les peuples indiens, un mépris, des préjugés énormes. Et on a l'impression que se retrouve à l'aurore de la colonisation, on est en train de revivre les mêmes horreurs qui sont passées avec les peuples qui se trouvaient sur les berges de l'océan, sur les rives de l'océan quand les premiers Portugais sont arrivés. Il est commun d'écouter, entendre qu'un bon Indien est un Indien mort, que les Indiens sont sales, sont incapables, sont méchants, sont violents, sont tout ce que tu peux imaginer. Certains d'entre eux ont la chance d'avoir vu la démarcation de leur territoire. Longue lutte contre un gouvernement peu enclin à donner des terres à des populations qui ne lui rapportent pas d'argent. Si aujourd'hui ils ont le droit de vivre sur ces territoires, ils n'en sont pas propriétaires pour autant et peuvent être délogés pour un motif d'intérêt national. Beaucoup d'entre eux se battent encore pour voir la reconnaissance de leurs droits, pourtant protégés par des traités internationaux, comme la Déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones et la Convention numéro 169 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. En effet, ces traités visent à protéger les peuples premiers par le respect des droits humains les plus fondamentaux, le respect de leur identité culturelle et sociale, ainsi que la protection de leurs sites et territoires. Environ 240 tribus vivent au Brésil aujourd'hui, avec autant de langues et de traditions différentes, représentant environ 900 000 personnes, soit 0,5% de la population nationale. Et n'oublions pas que certaines ethnies indigènes d'Amazonie sont françaises, en Guyane. Il est important de savoir que 21% des territoires amazoniens sont aux mains des Indiens. Et aujourd'hui, ce sont les territoires les plus préservés. Et puis plus de 11% du territoire national brésilien est aux mains des Indiens. Ce qui représente énormément de terres et de forêts aujourd'hui complètement protégées. Tu vois, imagine-toi un territoire indien protégé, bien géré traditionnellement, avec des plantations, des animaux, etc. Autour, plus rien. Du soja, du riz, déboisement phénoménal.
Alors nous sommes allés au Xingu. Après bien des kilomètres du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette région nous semblait avoir été le commencement d'une bataille juridique emblématique pour ces peuples. En effet, les frontières de la première réserve indigène y avaient été officialisées en 1961 grâce aux frères Villas-Boas, de célèbres indigénistes qui se sont battus pour la défense des indigènes et alertèrent l'opinion publique et les autorités sur l'importance d'un territoire démarqué. Ce n'est donc qu'au mois d'octobre 2013, au cours de notre 5e mois de voyage, que nous avons pu vivre parmi une tribu indigène comme nous l'avions espéré. Voilà, là je suis en train d'éplucher du piqué. C'est le fruit, l'aliment de base ici. Du coup, ils le ramassent, ils enlèvent, en fait, c'est une espèce de boc. Et après, ils Notre plus grande peur avait été de ne pas y arriver, car il n'est pas simple d'aller à leur rencontre. Comment fait-on pour les contacter, pour les reconnaître? Que signifie être indigène aujourd'hui? Sont-ils Guarani, Kayapo, Kwikuro comme nous sommes, Bretons, Savoyards ou Basques? C'est vrai que maintenant, quand on voit un Indien dans sa lutte ou la lutte pour son peuple au Congrès national, on se dit, bon, celui-là, il n'a plus tellement indien. Il ne faut pas se baser sur les apparences. Il est vrai que chaque peuple a une histoire. La culture, c'est quelque chose qui est, je ne veux pas utiliser le mot évolue, mais qui change, qui s'adapte. Il y a des apports, il y a des oublis, il y a des conquêtes, il y a des pertes. Au Brésil, rencontrer des Amérindiens vivant sur des territoires protégés nécessite une autorisation officielle, délivrée par la FUNAI, la Fondation nationale de l'Indien. Cependant difficile et longue à obtenir, à part si vous êtes scientifique, cinéaste ou journaliste. Nous avons manqué de crédibilité à bien des égards. Ici, pour témoigner de la situation de l'Amazonie brésilienne et de ses peuples indigènes, nous ne dépendions d'aucune boîte de production ni d'organes de presse. Nous n'avions de compte à rendre qu'aux quelques proches qui nous ont aidés financièrement, à la mairie de notre ville qui a cru en notre projet et à nous-mêmes. Je voulais rencontrer les Indiens Kwikuro car une ONG avait formé les jeunes au cadrage et au montage vidéo. Un concept plutôt intéressant vu que nous étions également amateurs. Nous avons donc contacté un membre de la tribu via Facebook. Nous, occidentaux, fantasmons sur les peuples dits premiers. Avec l'émergence d'une conscience écologique, ces minorités ethniques soulèvent l'intérêt à juste titre, notre activité humaine les menaçant par la disparition de leurs habitats naturels. Nous croyons souvent à des communautés vivant encore isolées et loin du monde moderne, car nous sommes informés massivement par des médias qui souhaitent souvent montrer qu'une image idyllique. On vit sur des clichés, on vit beaucoup sur des clichés qui n'existent plus ou qu'on aimerait qu'ils existent encore. Du bon sauvage, ou bien une idée très romantique de cette idée du bon indien, défenseur de la planète, qui vit en parfait équilibre écologique avec son milieu ambiant, ce qui n'est pas vrai. Les Indiens, ils ont une capacité absolument fantastique de traverser les millénaires avec des techniques assez rudimentaires, et puis qui leur ont permis de vivre bien, de vivre en pleine santé, durant tout ce temps, sans contact avec notre société. Et maintenant, ils doivent tout réapprendre. En fait, tout d'un coup, ils se trouvent devant de nouveaux défis, face à la technologie, face à la communication, face aux nouveaux besoins qui sont créés. Ils n'ont plus les mêmes besoins qu'ils avaient auparavant au niveau de la santé. Ils sont obligés d'apprendre le portugais, ils doivent connaître comment fonctionne cette société brésilienne. Le chef de la tribu, Afukeka, avait apprécié notre démarche et a officialisé notre venue en nous invitant dans son village. Il nous a donc fallu bêtement embarquer dans un 4x4 et se laisser conduire. Les 8 heures de route nous permirent de comprendre la réalité du Brésil tropical, celle que nous cherchions sans vraiment la trouver, là, devant nous, si triste et bouleversante, avec des étendues jusqu'à l'horizon de champs désolés et vides,
qui accueilleront très vite l'agriculture intensive de soja aux agrotoxiques, laissant par endroits les vestiges d'un passé pas si lointain. Un arbre solitaire immense d'une 40aine de mètres gisant là, comme un souvenir d'une gloire perdue. Eu estou aqui, aldeia Cuicuro, que pai se chama Amazônia, aqui brasileiro, e sempre eu estou lutando para povo aqui no Xingu sobre natureza, sobre rio, sobre a terra que já está, o fazendeiro já está apertando nossa área. Leva para mim muito, muito, muito. Le choc fut saisissant quand nous arrivâmes aux frontières du parc national. La forêt ravagée jusqu'à présent reprit ses droits, et les dernières heures qui suivirent me montrèrent plus d'animaux sauvages que je n'en avais vus durant mes 5 derniers mois. Sous un soleil de plomb, on aperçut au loin les dômes d'une aldeia. Aldeia, ça veut dire village. Triomphant majestueusement au cœur de la forêt, résistant aux assauts du temps et de la modernité. Nous fîmes une halte. Un sentiment intense de bien-être nous envahit, jusqu'à nous tirer un sourire qui ne nous quitta plus jusqu'à notre arrivée finale. J'avais l'impression de traverser les âges, de poser mes yeux sur un présent me semblant éternel, sur la beauté d'un monde oublié, ressentant au plus profond de mes entrailles un sentiment intense, empreint d'une fierté sans orgueil, de vivre ce moment que peu ont l'occasion d'accomplir. Il a fallu bien faire comprendre notre démarche auprès des hommes du village. Certains ont du mal à accepter l'idée que des Blancs viennent les filmer chez eux sans payer quoi que ce soit. Car les seuls qu'ils voient passer ici de temps en temps sont ceux qui ont cette fameuse permission de la FUNAI et qui laissent parfois une belle enveloppe de 10 000 € pour soutenir la communauté. 10 000 €, c'est le budget de nos 6 mois de voyage. Mais ça représente si peu pour eux vivant loin de tout. Si Afukaka accorde de l'importance à notre venue sans la monnayer, nous demandant simplement de tenir parole, les plus jeunes n'hésitent pas à réclamer sans arrêt. Ils nous pensent riches et nous font fermement comprendre qu'il est simple de leur laisser nos appareils photo, car il suffirait de s'en racheter un autre quand nous rentrerons en France. Les notions de richesse et de pauvreté sont utilisées avec prudence. Eux sont riches de leur mode de vie traditionnel communautaire, riches de leur savoir-être, de leur savoir-faire avec la nature, une nature qui leur échappe malheureusement de plus en plus. Les indigènes n'ont pas la même notion de l'argent, et c'est logique. Leur société diffère tellement de la nôtre que c'est la raison du fossé grandissant de 2 civilisations s'affrontant au sein d'une même nation. Les revendications des uns allant à l'encontre des intérêts économiques de l'autre. Et les jeunes doivent naviguer entre ces deux mondes, fiers de leurs origines et pourtant friands de nouvelles technologies, jonglant entre 2 cultures pour que l'une n'assimile pas l'autre. Não sei que vai ter para o futuro, continua de tradição, dança, ritual que a gente tem. Isso leva para mim pouco, minha preocupação também é jovem, tá? A gente conseguiu gravar metade dos música ainda, dos cantos. E tem muito ainda, né? Precisa mais projeto para a gente terminar e documentar o nosso canto, história que a gente tem aqui. Os brancos ensinando os jovens, cineastas aqui dos Cuicuro. Eles filmaram muitas histórias, o velho, né? O velho contando a história. Nós aqui, comunidade, está achando muito bom. Os próprios índios estão aprendendo, filmando a sua cultura. Isso é muito importante para nós aqui. S'il existe des problèmes fondamentaux les concernant, on ne peut changer les choses sans eux. Ils doivent être acteurs de leur futur et en sont très conscients. Beaucoup de jeunes savent lire et écrire, apprennent le portugais, et quelques-uns font des études supérieures, comme avocats spécialisés dans le droit indigène ou médecins, pour ensuite revenir aider leur communauté. Et ça, c'est très positif.
le fait qu'ils soient connectés au monde est une opportunité incroyable pour ces peuples qui luttent pour le respect de leurs droits. Eu adoro aqui TV para ver o mundo está com problema. Aqui no Brasil, no França, Inglaterra, americano, tudo, mundo, estou vendo problema. Ah, rio está morrendo já, não tem mais peixe. Aqui tá rio está poluindo. Aqui tá mato, não tem mais. Aqui tá pássaro, tá morrendo. Leur survie est en péril. Ces minorités qui peuplent le monde ne veulent pas tomber dans l'oubli et finir comme souvenir de civilisations perdues dans un musée. Chez les Kwikuro, nous avions eu l'occasion de rencontrer Sakanyete, le chaman du village, un vieux sans âge à l'énergie incroyable. Les peuples indigènes, de par leur expérience, ils ont la possibilité de nous enseigner beaucoup de choses. Principalement d'adopter un autre regard sur la nature, un autre regard sur l'autre, un autre regard par rapport au temps, un autre regard par rapport à l'être intérieur. Et ce savoir, cette recherche d'un bien vivre, c'est quelque chose qu'on a oublié dans le pays capitaliste. Menacés par les lobbies de l'agrobusiness, souhaitant s'approprier des terres illégalement et n'hésitant pas à recourir aux intimidations par la force ou la mort, les Indiens ne font pas le poids. Leur indépendance tend à disparaître peu à peu pour les confronter à ce qu'ils rejettent. L'urbanisme vient à eux et leur mode de vie s'en trouve dégradé par la pollution en amont des fleuves et des terres qui contaminent à leur tour les animaux et les plantes dont ils se nourrissent. « 2013 nous avait laissé entrevoir un Brésil en ébullition. Une jeune démocratie qui faisait suite à la dictature militaire et qui voyait pour la première fois depuis bien longtemps sa population descendre dans la rue. À peine sortis de l'avion, à notre premier jour, nous avons été embarqués dans les manifestations de Brasilia. Les gens dénonçaient la hausse des prix des transports en commun, la corruption des membres du gouvernement, les coûts exorbitants de la future Coupe du Monde de football et des Jeux Olympiques, alors que si peu d'argent était investi dans la santé ou l'éducation. Ces vagues de protestation étaient l'occasion pour toutes les classes sociales de se retrouver ensemble afin de lutter pour le respect de valeurs fortes. Et les Amérindiens n'y faisaient pas exception, trouvant dans ces événements une solution médiatisée pour se faire entendre. Le 5 octobre 2013 a eu lieu la plus grande manifestation indigène du Brésil, et ce pendant une semaine, afin de défendre le droit des peuples indigènes et des communautés traditionnelles et le futur de l'Amazonie. Puisqu'au 25e anniversaire de la Constitution fédérale, un projet de loi comme le très controversé PEC 215 est proposé pour restreindre les droits à la terre et l'utilisation exclusive de ses ressources naturelles. Un projet qui permettrait de remettre en question les territoires déjà démarqués et rendrait juridiquement légal le barrage hydroélectrique de Belo Monte. Belo Monte, c'est le 3e projet de barrage hydroélectrique le plus puissant du monde, après celui des Trois Gorges en Chine et celui d'Itaipu entre le Brésil et le Paraguay. Un projet vieux de plus de 40 ans, fruit d'une volonté de la dictature militaire dans les années 70,
puis relancé notamment dans le cadre de la PAC, le programme d'accélération de la croissance mis en place par le président Lula en 2007. Pays en plein développement économique, le Brésil doit faire face à un besoin en énergie grandissant s'il veut permettre l'amélioration du niveau de vie de sa population et la croissance de ses activités industrielles. L'Amazonie, de par son réseau hydrographique, présente bien des qualités pour répondre à cette demande. Prévu dans l'état du Pará, dans la région du Haut-Xingu, Belo Monte est devenu le symbole de cette politique d'infrastructure pharaonique, devenue, hélas, symbole de controverse au niveau international. Le projet initial répondait au nom de Cararao, qui, comme une douce ironie, signifiait en langue kayapo leur cri de guerre. Étaient d'abord prévus 6 barrages, Belo Monte, Babaquara, qui sera plus tard renommé Altamira, comme la ville près de laquelle il s'implante, Iriri, sur l'affluent du même nom, Ipixuna, Cocraimoro et Jarina. Un projet situé donc sur 12 territoires indigènes qui allait inonder 18 000 km². Le projet a bien sûr été très mal accueilli par les indigènes et les communautés riveraines lorsque le gouvernement en a fait part lors des discussions publiques en 1989. Deux forces se sont donc opposées dans un combat de David contre Goliath, avec des ONG locales et internationales alliées aux mouvements sociaux, en face de géants comme le gouvernement brésilien, les grandes entreprises et leurs lobbies. Un combat qui n'est toujours pas fini aujourd'hui et qui intensifie la colère des protestataires à chaque avancée du chantier, même si le projet a beaucoup évolué depuis le départ. Le nom de Belo Monte résonnait dans nos têtes comme un lointain projet titanesque, rendu célèbre en France par la lutte du chef Raoni, un Indien de la tribu des Kayapo, qui nous semblait plutôt sympathique avec son labret. Nous rendre là-bas pour en savoir plus nous a semblé être dans l'ordre des choses, attirés comme un aimant par ce lieu où semblait se jouer comme dans un théâtre, la pièce d'une mauvaise comédie. Quelque peu effrayés cependant par la gravité des événements et l'atmosphère de la ville. Altamira a mauvaise réputation. La criminalité, l'exploitation sexuelle et les violences en tout genre ont considérablement augmenté avec l'arrivée massive des ouvriers du barrage, dont la construction a commencé sans que la région n'y soit préparée. Norte Energia, consortium responsable de la construction, prévoit 18 000 emplois directs au pic des travaux durant 2 ans et 40 000 emplois indirects. Les spécialistes, quant à eux, disent que le minimum sera de 150 000 personnes. 150 000 personnes, c'est plus du double de la population initiale d'Altamira. Norte Energia, qui se targuait de dynamiser la région en créant de l'emploi, ne propose finalement que des emplois à court terme. Ce projet, revu et corrigé maintes fois, a changé de nom pour prendre celui de Belo Monte. Sous cette nouvelle dénomination, le projet faisait peau neuve en annulant les autres barrages prévus plus au sud, qui avaient tant fait polémique en inondant les terres indigènes. Se voulant désormais respectueux de l'environnement et des populations locales, le groupe a investi 10% de ses 10 milliards d'euros de budget dans l'amélioration de la qualité de vie des gens, en créant des programmes sociaux, de développement urbain et en investissement dans la recherche scientifique sur la faune et la flore de la région. Réduisant de 61% la taille de son réservoir initial, le nouveau projet d'usine hydroélectrique se présente ainsi. À Pimental, à 40 km d'Altamira, sera construit un barrage où la zone en amont sera inondée. Volta Grange sera complètement asséchée, une zone où vivent notamment les peuples indigènes Xikrin, Juruna et Araras. L'eau du Xingu sera déviée depuis Pimental par un canal qui se déversera ensuite dans un réservoir où sera construite la centrale principale de Belo Monte. Le tout s'étendant sur 500 km². 500 km², c'est 5 fois la superficie de Paris intramuros. La puissance installée de Belo Monte est de 11 233 MW, soit apparemment 11% des besoins en électricité du Brésil, selon les sources officielles. L'énergie produite devrait pouvoir alimenter 18 millions de foyers, soit 60 millions de personnes, une population équivalente à un pays comme la France. Et cela grâce à un seul barrage. Le problème est que Belo Monte n'est pas viable économiquement sans les autres barrages, ou au moins le premier barrage qui est Babaquara. Et c'est énorme, c'est 6 140 km² l'area du lac.
c'est 2 fois l'area de Balbina qui est le plus notorieux des hydroélectriques au Brésil. À notre conférence sur le devenir du Haut Xingu, nous y avons rencontré Philippe Fersheim, un scientifique américain mondialement réputé qui étudie les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation et les barrages hydroélectriques. Après avoir travaillé sur différents projets à travers la planète, il vit désormais au Brésil et se consacre à l'INPA, l'Institut national des recherches sur l'Amazonie. Et pendant 4 mois de l'an, il n'y a pas cette quantité de l'eau dans le fleuve sans avec la part qui passe pour Volta Grande. Ce n'est pas être viable avec tout pareil pendant 4 mois avec les turbines qui sont la part plus chère du barrage quelconque. Et ça veut dire que le plan réel est de construire les autres barrages aussi. La rivière Xingu voit son débit varier 20 fois au cours de l'année. Et c'est pourquoi Norte Energia eux-mêmes prévoient de générer à peine 39% du potentiel du barrage. L'énergie de Belo Monte seule sera distribuée dans 17 des 26 États du Brésil, dont 30% vers la ville de São Paulo, bien plus au sud, via des canaux de transmission, et ce malgré les déperditions d'énergie. 70% de l'énergie produite sera vendue aux entreprises, notamment aux industries d'aluminium, qui elles-mêmes vont produire des marchandises destinées à l'exportation. Ce projet de barrage ne semble donc pas avoir été conçu pour les besoins de la région. Un quart de la ville d'Altamira va être inondée, soit 5500 familles qui doivent être relogées selon les sources officielles. De nouveaux quartiers résidentiels sont construits par le consortium, ainsi que des écoles et des centres de soins. Mais les populations locales se voient confrontées à un problème de taille. La plupart des foyers directement impactés par la zone d'inondation sont des maisons sur pilotis, des maisons précaires, comme aime le rappeler Norte Energia, qui promet des constructions en dur. Ces maisons sur pilotis ne figurent pas sur le cadastre officiel de la ville, et beaucoup de foyers se voient donc expulsés, avec le maigre espoir de recevoir un jour une compensation. Les associations estiment que 40 000 personnes seront expulsées ou dépossédées de leurs terres à cause de Belo Monte. Porque há 20 anos atrás eu escolhi esse lugar para me criar meus filhos. Hoje eu sou obrigada a sair daqui para ir sabe Deus para onde. Porque eles vieram para tirar, acabar com a nossa vida, reduzir a pó. Então por isso eu continuo dizendo, Belo Monte para mim é um desastre na minha vida, uma desgraça total. A minha revolta é porque eu construí isso aqui, tudo que tem aqui, esses pezinhos de açaí, coco, tudo que eu tenho aqui foi com muito esforço meu e do meu marido. Para ele chegar aqui e querer me dar uma casinha de placa, concreto, que nem só eu, mas a maioria da população não quer. E eu não acho justo. Mas se a gente não aceitar, eles dizem, vou depositar o que é seu em juiz e pronto. C'est en passant nos journées au siège de l'association Xingu Vivo para Sempre que nous avons fait la connaissance de Graça, une femme qui nous a profondément émus en nous faisant prendre conscience que notre petit projet de film bénévole à nous avait du sens pour elle. Mas como a gente é bem pequenininho, eles vão tirar para fazer tal de parque para área de lazer. Que no fundo não é isso. Eles querem deixar passar o tempo e construir os prédios para os coleirinhos brancos. É isso que eles vão fazer. Porque nós somos a porcaria, o lixo daqui somos nós. Então eles tiram no lixo, eles botam o que eles querem. Porque não vai alagar. Para quem vai tirar a gente? Então você tem uma contradição muito grande entre o recurso investido na construção da obra em si e nos recursos investidos na preparação da região para a construção dessa obra, com danos às populações da cidade, às populações rurais, aos povos indígenas, aos extrativistas e ao meio ambiente como um todo. Marcelo travaille à l'ISA, un institut national réputé qui travaille à la valorisation du patrimoine socio-environnemental du Brésil. Tem dois grandes grupos de impacto que a gente considera. Um grupo de impactos são os impactos
ocasionados pela construção da obra no local de construção da obra. Então, pessoas estão sendo removidas das suas áreas sem o devido cuidado, porque são áreas que vão alagar. Pessoas estão sofrendo muito e vão sofrer muito mais em áreas que vão secar, porque o rio vai ser desviado e mais de 100 quilômetros do rio vai ficar seco. Isso tem um impacto no modo de vida dessas pessoas, na natureza da qual essas pessoas dependem para viver, e passa por várias áreas, que é segurança alimentar, saúde, educação, reprodução cultural, garantia do acesso ao território, né? E várias outras questões. Eu e meu marido, nós vivemos da pesca. Nós pesca, nós vende, nós compramos o peixe dos outros pescadores. Mas vamos ficar 7 anos sem poder mexer com o pescado. E aí eu te pergunto, como é que eu vou sustentar os meus filhos, porque eu não sei fazer outra coisa, a não ser mexer com a pesca? Les études préalables du consortium ne sont pas définitives quant au nombre exact de personnes à déloger, et surtout pour savoir où elles seront réaffectées. Si Norske Energia assure que pas un seul millimètre des terres indigènes ne seront inondées, cela ne signifie pas que ces communautés ne seront pas impactées. Inondées, non, mais asséchées, oui, sur Volta Grande. Et ceci n'est pas du tout considéré comme un impact direct par l'IBAMA, l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables. Cela signifie donc que ces peuples seront peu ou pas indemnisés. Des dons en nature leur sont faits comme des générateurs, des télévisions, des 4x4 ou des sommes d'argent qui paraissent bien dérisoires pour compenser le manque à gagner. Et peut-on chiffrer la valeur d'une maison ou d'un endroit dans lequel on est né, où on a passé toute sa vie, où on a enterré ses ancêtres? Si les questions économiques et techniques sont abordées, on oublie trop souvent la relation que construisent ces peuples avec l'environnement. Ces communautés vont se retrouver sans moyens de subsistance, eux qui vivaient jusqu'à présent des dons de la nature. Le problème majeur reste le manque de communication de la part des constructeurs envers les peuples indigènes, qui n'ont pas été consultés de manière adéquate. Ceci est un manquement à la loi nationale et à la fameuse Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, rendant de ce fait le projet de barrage de Belo Monte absolument illégal. Para os povos indígenas é uma guerra mesmo, uma guerra do grande capital, apoiada pelo governo, a mando do governo brasileiro, com apoio da justiça brasileira, para a extinção desses povos. Reafirmamos que Belo Monte é um crime contra a humanidade, é um crime contra a soberania do Brasil. À la tête du mouvement Xingu Vivo para Sempre, Antonia Melo est une figure emblématique de la lutte contre ce projet. Elle a passé la moitié de sa vie à se battre pour le respect des droits humains, notamment des indigènes. Son engagement militant lui a valu de nombreuses menaces de mort, mais la foi de son combat force l'admiration. O movimento Xingu Vivo ficou nessa época, desde 2008 até agora, lutando mesmo, junto aos povos indígenas, junto a várias organizações a nível local, nacional e internacional, pela defesa do direito desses povos, denunciando essa forma criminosa que o governo está usando da ditadura, e não da democracia, mas da ditadura, para estar construindo esse projeto chamado Belo Monte, aqui no Xingu, sem o menor respeito à lei, aos direitos das populações e principalmente as populações indígenas. Si aujourd'hui le consortium refuse d'admettre la nécessité de construire les autres barrages, rien ne les empêche de revenir sur cette décision une fois la construction de Belo Monte achevée, prévue 10 ans plus tard. Alors des tribus comme celle des Kwikuru, chez qui nous avons vécu, seront également impactées, pourtant situées à plus de 1700 km de là. C'est comme si on construisait une série de barrages hydroélectriques depuis Amsterdam aux Pays-Bas, qui auraient un impact jusqu'à Madrid en Espagne. Cela provoquera le déplacement de milliers de personnes et la destruction de leur territoire.
dans le plan de 10 ans, de 2011 à 2020, il y avait 30 barrages, grands barrages dans l'Amazonie légale. 30 barrages en 10 ans sont 13 à chaque an. C'est un barrage à chaque 4 mois de construction. Alors c'est une vélocité de faire les barrages qui n'est pas justifiée pour les nécessités du pays. Bien plus qu'une controverse, Belo Monte est un symbole à portée universelle. Celui d'une lutte qui semble si vaine dans une course effrénée au développement à tout prix et au mépris des minorités ethniques. Alors, qui doit-on sacrifier ? Et moi, je pense que la responsabilité de la préservation de ces peuples, la valorisation de ces peuples pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils représentent pour l'humanité, ce n'est pas seulement un problème du Brésil, c'est aussi un problème d'autres pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les problèmes doivent être internationalisés. Je ne dis pas que l'Amazonie doit être internationalisée, c'est un vieux discours, ça. Mais les problèmes doivent être connus de tous. A gente acredita, né, que o Xingu é um ambiente único no planeta, com mais de 24 povos falando 24 línguas diferentes, mais de 50% da área ainda completamente preservada. Em um rio que tem características muito peculiares, mesmo entre os rios amazônicos. Então a gente trabalha há muito tempo com a valorização desse patrimônio socioambiental. Belo Monte é uma das grandes ameaças à integridade desse patrimônio, principalmente da forma como está sendo construído. Então a gente é contra esse tipo de empreendimento na bacia do Xingu. Não somos contra hidrelétricas, não somos contra o desenvolvimento, mas somos contra um desenvolvimento que é feito de qualquer jeito. Pourtant considérée comme propre et durable, l'énergie hydroélectrique est généralement approuvée par les écologistes. Non, ce n'est pas propre parce qu'il y a l'émission de gaz d'effet de serre et aussi les autres impacts sur la biodiversité, les peuples traditionnels, etc. Et les barrages à l'Amazonie est un des points de ces gaz. Et cette Babaquara Altamira est un énorme possible point de ces gaz. J'ai fait les calculs pour les deux barrages et c'est très grave. Le total pendant les premiers 10 ans a une moyenne de 11 millions de tonnes de charbon équivalent par an. C'est plus ou moins l'émission de toute la ville de São Paulo. C'est très sérieux et ce n'est pas reconnu dans la planification officielle des barrages. Et São Paulo figure au top 10 des villes les plus peuplées du monde. Le Brésil souhaite réduire la déforestation et ses émissions de gaz à effet de serre, avec un objectif de moins 38% d'ici 2020. Et cela tout en poursuivant sa croissance rapide. Les émissions de gaz à effet de serre sont pourtant un problème récurrent aux barrages hydroélectriques dans les pays tropicaux, bien plus que les autres parties du monde. Nous avons vu précédemment que l'une des raisons pour laquelle nous trouvons du mercure en Amazonie est son utilisation par les chercheurs d'or. Mais le mercure est aussi présent de manière naturelle. Então, nós temos essas duas formas de entrada do mercúrio aqui na Amazônia, né? Seja de uma maneira que é pelo processo da mineração, tanto como agora aumentando o desmatamento, aumenta, ou seja através de hidrelétrica ou para construir estrada, aumenta também essa matéria orgânica que é formada por essas árvores mortas, esses caules, não tendo oxigênio, com bactérias especializadas, haja esse processo químico que esse mercúrio que está ali parado, de uma forma inorgânica, que não faz mal, se converta a metilmercúrio. E aí é o que começa o problema.
Les concentrations de méthylmercure augmentent à chaque maillon de la chaîne alimentaire, contaminant ainsi les poissons et les humains qui dépendent de l'écosystème des rivières. La végétation submergée, elle, va pourrir et dégager de grandes quantités de méthane, qui va ainsi contribuer à l'effet de serre. Et le méthane, c'est 21 fois plus puissant que le CO2. Une étude de Philippe Fersijn a estimé que la production d'énergie à partir des barrages de Belo Monte chez Babaquara prendrait 41 ans pour avoir un impact positif sur les émissions de gaz à effet de serre. Então, Belo Monte é um projeto de construção de uma barragem para geração de energia a partir do rio, uma hidrelétrica. Agora, um empreendimento desse tamanho nunca vem sozinho. Então, você colocou energia num lugar, melhorou a infraestrutura, né? Outros empreendimentos podem acontecer, não da Norte Energia, mas você tem aí Belo Sun, que é uma empresa canadense de mineração de ouro, que também está tentando se instalar aqui na região, muito próximo da barragem. Não tem nada a ver com Belo Monte, mas veio por conta desse movimento de desenvolvimento regional. Um desenvolvimento, de novo, burro, que não considera essa diversidade socioambiental da região. Outre notre attrait pour comprendre cette problématique socio-environnementale, notre nationalité française nous obligeait à regarder d'un autre œil le rôle de notre État, actionnaire dans les entreprises Alstom et GDF Suez, prestataires de la construction de certaines parties de ce barrage. La question de leur responsabilité et de la nôtre se pose alors. Peut-on accepter, en tant que citoyen d'un pays reconnu dans le monde entier comme celui des droits de l'homme, que notre État investisse dans des projets illégaux et peu éthiques à l'étranger ? L'affaire du barrage de Sivens dans le Tarn avait d'étranges similitudes avec celui de Belo Monte. Un projet qui semblait surdimensionné et non durable, qui voulait se construire hâtivement sur une zone humide protégée pour le profit d'une poignée d'agriculteurs conventionnels. Sivens est devenue une zone à défendre, et paradoxalement, l'intérêt de cette controverse a suscité pas mal de mépris pour ces gens qui défendaient le reste de nos forêts. Peut-être parce que les zadistes sont vus comme des terroristes écologiques, et sans doute moins intéressants médiatiquement que les peuples indigènes. Les violents affrontements avec la police ont pourtant causé la mort d'un jeune homme. Le voyage est comme un rite. C'est un parcours initiatique où on voyage à la recherche de soi-même, sans se l'avouer. C'est oser. Oser tout claquer pour partir avec un sac à dos faire le tour du monde. On part alléché par les parfums de l'aventure, enivré par les chants de sirènes qui nous font perdre le nord, pour se sentir vivant et libre. Pour montrer que l'on existe. Capable de sortir des sentiers battus, pour prendre le temps de vivre sans courir après. Le désir lié au corps de réfléchir à une autre vie plus saine et plus simple que celle que nous avons dans notre système de consommation. C'est comme une fuite du monde auquel on appartient, qui nous paraît parfois bien hypocrite, uniforme et monotone, où se prélasse dans l'opulence la médiocrité du fond humain. Le plus dur dans un voyage, ce n'est pas de partir, c'est de revenir. De revenir pour constater que rien ne bouge, que l'on s'encroute dans nos habitudes et qu'il est si facile de revenir dans son confort. L'impression que le monde roule bien trop vite pour nous et qu'on n'a plus d'emprise sur le temps. Ce voyage, c'est 10 mois de préparation en amont, 6 mois sur place et plus de 2 ans de travail à notre retour. Si ce n'était pas toujours simple de se confronter à d'autres cultures, d'apprendre une nouvelle langue, d'être et de rester un étranger, de passer pour des pigeons faciles à plumer, même si c'était éprouvant physiquement et moralement. Voilà, qu'est-ce qui se passe mon amour? J'en peux plus. Je crois qu'on en ressort forcément grandi. Et que le plus beau dans cette histoire, c'est la foi dans la beauté de l'humanité. C'est d'avoir parcouru un bout de chemin avec des gens qui ont soif de vivre et de vivre bien. C'est de donner un bout de soi à tous les endroits que l'on a foulés,
où l'on a transpiré, ri, que l'on a adoré ou détesté, qui nous ont permis de nous questionner sur nous et notre façon d'être, notre façon de faire. C'est la conviction profonde que tout le monde peut changer les choses, même à notre petite échelle, et que nous, consommateurs, avons le pouvoir de consommer. Nous avons le pouvoir de choisir un mode de vie plus responsable, plus engagé si nous souhaitons vivre sur une planète durable. Every day you look on the TV, you find people blaming the big industries and everything else. But who the industries producing these things for the people? So I think it gotta be a collective understanding. We still waste a lot of things. We still overconsume. I think because of that we need to re-educate everybody. E sobre o que está acontecendo no mundo e façam parte desse mundo. Então, pequenas coisas no dia a dia, por exemplo, como nós consumidores, o que a gente está comendo? Esse produto, da onde vem? E dizer também para as pessoas, essa mensagem para as pessoas, para a juventude da Europa e de outros países, que é importante que nos demos as mãos, que nos juntemos nessa luta, nesse objetivo de salvar o planeta e, evidentemente, ter responsabilidade com as nossas futuras gerações, com o nosso planeta. Eu vou pedir, Anaí, eu vou pedir para você para contar a verdade para Paris. Tá? Esse eu pedir. Está falando, procurando ajuda para o povo me acreditar, minha preocupação, meu estou aqui sofrendo. Então você que pode divulgar esse agora que eu estou falando. Está acabando o mato, está acabando o rio, qualquer dia vai poluir rio, peixe vai morrer. Eu não quero para acontecer aqui. Oui, je pense que cette idée, cette philosophie du bien vivre, de vivre en contact avec la nature, de savoir la préserver au fil du temps, de pouvoir construire une relation avec cette nature, avec l'environnement, dans une perspective durable, effectivement durable, et pas dans cette idée qu'on a du durable où on met en avant les intérêts économiques, où on met en avant les intérêts de certains groupes sociaux et pas d'autres. Et je pense que c'est les défis non seulement des Indiens, c'est le défi un peu de tout le monde. Tout le monde se trouve un peu à ce croisement du besoin de revoir des valeurs de vie, des valeurs de société, des valeurs d'humanité. Pour que ce voyage soit aussi le vôtre et vous donne envie de connaître les splendeurs dont regorge la terre avant que tout ne redevienne poussière. Partir, c'est naître une seconde fois. C'est grandir en comprenant que le monde est vaste, mais que nous vivons tous sur la même planète. Hermanos y hermanas, nosotros somos indígenas, guardianes somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada.